Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie du 7-9 sur Média TV. Nous serons ensemble pendant encore 1 heure au programme l'économie, la revue de presse, mais tout de suite le journal. Voici les titres. Au Maroc, un violent accident de train hier après-midi près de Mohamedia. Le train a déraillé avant d'effleurer un wagon vide selon l'ONCF. Un employé de la compagnie a trouvé la mort et 32 passagers sont blessés. En Libye, face à la dégradation de la situation sécuritaire, l'ONU élargit ses sanctions aux milices. La liste noire ne vise plus seulement les anciens partisans de Mouammar Kadhafi. Les responsables des Nations Unies ne cachent plus leur crainte de voir la Libye sombrer dans la guerre civile. 3 ans après l'affaire DSK, le FMI, de nouveau dans l'embarras. Sa patronne, Christine Lagarde, a été mise en examen par la justice française hier au motif de négligence dans l'affaire de l'arbitrage en faveur de Bernard Tapie en 2008. L'homme d'affaires avait alors reçu la somme de 400 millions d'euros. On commence ce journal au Maroc, plus précisément dans la ville de Tétouan, dans le nord, où le roi Mohamed VI a fait un don de sang hier. Un acte pour promouvoir le bénévolat et encourager les gens à donner leur sang. En cette période de vacances, on compte moins de donneurs. Le Centre national de transfusion sanguine fait face à une pénurie. Il lance un appel urgent aux Marocains. L'objectif est de récolter un stock de sécurité de 16 000 poches de sang afin de couvrir les besoins de 3 semaines au niveau national. Toujours au Maroc, cet accident de train hier après-midi, alors qu'il devait relier Casablanca à Fès. Le train a déraillé près de Mohamedia. Il a ensuite effleuré un wagon vide. D'après l'Office national des chemins de fer, un employé de l'ONCF a trouvé la mort et 32 passagers ont été blessés. Manal El-Ardari. Vers 13h30, un train en provenance de Casablanca et à destination de Fès s'arrête d'urgence à l'entrée de la gare de Znata. Juste après son déraillement, il a emprunté l'itinéraire qui donne accès aux voies de service avant d'effleurer un wagon vide. Un wagon en stationnement sur la voie adjacente. Probablement surpris par l'arrivée du train, un collaborateur de l'Office national des chemins de fer a trouvé la mort dans cet incident et 32 passagers ont été blessés. 3 ambulances les ont transportés en urgence à l'hôpital Moulay Abdellah de Mohamedia pour passer des examens radiologiques. La plupart d'entre eux ont déjà quitté l'hôpital et aucun cas n'a nécessité une hospitalisation. Selon l'ONCF, les équipes techniques ont rétabli la circulation normale des trains après 1h15 de l'incident. Une enquête a été ouverte pour définir ces circonstances exactes. Entre 2012 et 2013, les accidents ferroviaires ont enregistré une baisse de 33% après le lancement d'un programme d'investissement d'1,5 milliard de dirhams. L'enveloppe couvre la période 2010-2015. Le week-end risque d'être chargé dans les ports du nord du Maroc avec le retour des MRE en Europe. Déjà le week-end dernier, un pic des départs a été relevé depuis le poste de Bab Septa. La direction des douanes a par ailleurs communiqué les chiffres des arrivées via Bab Septa depuis le début de l'opération Marhaba le 6 juin dernier. Eh bien, on apprend que 214 000 MRE ont transité par ce poste, soit le même nombre que l'année dernière. En revanche, il y a eu plus de véhicules. On a enregistré une augmentation de 9%. Le Maroc se félicite de l'accord de cessez-le-feu conclu mardi à Gaza entre Israéliens et Palestiniens. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération a publié un communiqué hier. Il espère que cet accord sera durable et définitif. Il appelle également à saisir l'opportunité de ce cessez-le-feu pour renforcer la réconciliation interpalestinienne. Enfin, le Royaume entend contribuer aux efforts internationaux pour la reconstruction de la bande de Gaza. Il vient d'ailleurs de débloquer une 3e tranche d'aide humanitaire pour terminer la construction d'un hôpital. Les aides humanitaires qui commencent à affluer vers Gaza. Hier, un convoi du Programme alimentaire mondial est entré par la frontière égyptienne. 18 camions avec suffisamment de nourriture pour 150 000 personnes pendant 5 jours. Selon le PAM, c'est la première fois depuis le début du blocus à Gaza en 2007 qu'un convoi entre par le point de passage de Rafah. Un peu plus tard dans la journée, l'Arabie Saoudite, le Sultanat d'Oman et la Turquie ont annoncé avoir envoyé plus de 200 tonnes d'aide humanitaire à Gaza.
Direction la Libye à présent, où la situation sécuritaire inquiète. L'envoyé sortant des Nations Unies pour la Libye, Tarek Mitri, a prévenu hier le Conseil de sécurité que les combats étaient sans précédent en termes de gravité. Selon lui, la situation est d'autant plus alarmante que les différentes parties font usage d'armes lourdes dans des quartiers résidentiels et qu'il y a donc plus de victimes parmi les civils. Il y aurait aussi une hausse des kidnappings et des pillages. Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé d'étendre le régime de sanctions internationales pour inclure les différentes milices qui s'affrontent dans le pays. Auparavant, ces sanctions visaient seulement les partisans de l'ancien régime de Mouammar Kadhafi. Et il a aussi été question au siège de l'ONU hier de l'État islamique qui aurait multiplié les exécutions publiques ces derniers temps. Elles sont devenues un spectacle ordinaire selon les Nations Unies. L'EI détient toujours un journaliste américain, Steven Sotloff. Il sera le prochain à mourir si les États-Unis ne cessent pas leur bombardement en Irak, ont déclaré les djihadistes. Désespérée, la mère du journaliste américain implore l'État islamique dans une brève vidéo diffusée par de nombreux médias. Regardez. En tant que mère, je demande à votre justice d'être miséricordieuse et de ne pas punir mon fils pour des choses sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Je vous demande d'utiliser votre autorité pour épargner sa vie et de suivre l'exemple du prophète Mohammed qui a protégé le peuple du livre. Je veux ce que toute mère souhaite, de vivre pour voir les enfants de ses enfants. Je vous supplie de m'accorder cela. Et l'offensive de l'État islamique en Irak a provoqué un exode massif des populations. Dans le désert irakien, un petit village a tout simplement été déserté par tous ses habitants. Il est devenu un poste avancé pour les combattants kurdes qui combattent l'EI. Reportage. À l'entrée du village de Wadi al-Osaj, rien d'autre que des voitures des Peshmerga. Les forces kurdes ont fait de ce village au nord de Bagdad une base pour combattre les militants de l'État islamique. L'État islamique contrôlait ce territoire, mais nous avons réussi à le reprendre. Et nous ne rentrerons pas chez nous tant que nos régions n'auront pas été reconquises. Nous devons rendre ce territoire à la région du Kurdistan. Depuis 2 mois, les combattants kurdes se sont déployés au-delà des frontières de la région autonome du Kurdistan. Objectif, aider les forces du gouvernement central de Bagdad, mais aussi satisfaire des revendications territoriales. C'est une terre kurde. Quand Saddam Hussein était au pouvoir, il a essayé d'arabiser la région. C'est pour cela que les gens pensent que c'est une région arabe. Mais maintenant, l'État islamique fait fuir les habitants. Le village est aujourd'hui vidé de ses habitants. Ils ont fui début août de peur d'être pris entre 2 feux. La majorité s'est réfugiée à 7 km dans le petit village voisin de Naoudouman. Comme la famille d'Ali, ce villageois père de 4 enfants attend impatiemment de pouvoir rentrer chez lui. Je n'ai pas envie de vivre sous l'autorité des gens qui me font du mal, provoquent des tragédies, nous font fuir et vivre sous la chaleur avec la soif et la faim. Même si leur village a été repris par les forces kurdes, Ali et les autres habitants n'ont pas encore été autorisés à rentrer chez eux. Les djihadistes sont toujours présents dans la ville voisine de Jalaoula, une ville assiégée par les Peshmerga qui espèrent reprendre toute la région et l'intégrer au Kurdistan. En Turquie voisine, c'est aujourd'hui que Recep Tayyip Erdogan entamera son premier mandat de président. Le 10 août dernier, il a été élu au suffrage universel direct, une première dans le pays. Erdogan, 60 ans, a été Premier ministre ces 11 dernières années. Il revendique la transformation de la Turquie en un pays moderne à l'économie florissante. Je vous propose de découvrir son portrait. C'est dans ce quartier populaire que Recep Tayyip Erdogan a grandi. Kassim Pacha, le long de la Corne d'Or, en plein Istanbul. Aujourd'hui, ses voisins et anciens amis ne tarissent pas d'éloges pour celui qui fait de ses racines populaires un atout. Quand ma mère est morte il y a 10 ans, il était Premier ministre. Il m'a appelé à 1h du matin pour présenter ses condoléances. Quel autre Premier ministre aurait fait ça? Je le connais depuis qu'il est bébé, puis après quand il jouait au foot. C'est un homme honnête.
Car le futur président est tenté par une carrière de footballeur professionnel alors qu'il étudie dans un lycée religieux. Finalement, ce sera la politique lorsqu'il rencontre son mentor, Necmettin Erbakan, qui sera en 1997 le premier chef de l'exécutif islamiste d'un pays traditionnellement laïque. 1994, Erdogan quitte son petit appartement de Kasım Paşa pour la mairie du Grand Istanbul qu'il gère efficacement. Après un passage de 4 mois en prison en 1999 pour incitation à la haine raciale et religieuse, Recep Tayyip Erdogan revient en politique. En août 2001, il crée le Parti de la justice et du développement, l'AKP, qu'il préside. À partir d'aujourd'hui en Turquie, rien ne sera plus comme avant. L'AKP débute son règne qui dure maintenant depuis 12 ans. L'économie est en forte croissance, l'armée mise au pas, le discours empreint de religion plaît à une majorité du pays. Erdogan gagne toutes les élections, ses adversaires louent son sens politique, mais critiquent ses pratiques autoritaires. Il est très fort pour se donner les moyens d'atteindre ses buts et d'éliminer les obstacles. Je ne peux pas dire que j'approuve, mais c'est vrai, c'est un leader efficace. Mais malheureusement, pendant ces 12 dernières années, il a dirigé le pays comme une dictature déguisée en démocratie. Fermeture de Twitter et de YouTube, journalistes critiques envers le gouvernement censuré. Pour l'opposition, ces pratiques sont dignes d'un despote. Sur la scène internationale, Erdogan veut faire de son pays un modèle pour le monde musulman. Il n'hésite pas à hausser le ton, comme lors du Forum économique mondial de Davos en 2009, où il s'en prend violemment au président israélien Shimon Peres. Pour moi, Davos, c'est terminé aujourd'hui. Je ne reviendrai plus jamais, que ce soit bien clair. En 2013, la révolte de Taksim ébranle celui que certains appellent le sultan, qui continue à imposer ses grands travaux comme le tunnel sous le Bosphore. Malgré les critiques, il est élu président dès le premier tour. La preuve qu'à 60 ans, Erdogan reste le dirigeant turc le plus populaire et le plus charismatique du pays depuis Mustafa Kemal Atatürk, l'emblématique père de la République. Je vous en parlais en titre, la patronne du Fonds monétaire international a été mise en examen hier. Christine Lagarde a été inculpée par la justice française pour négligence dans l'affaire Tapie. Un arbitrage avait octroyé 400 millions d'euros à l'ex-homme d'affaires. Plus de détails avec Amina Benralek. Christine Lagarde a passé plus d'1 an sous le statut de témoin assisté dans l'affaire Tapie. Elle a finalement été mise en examen pour négligence. Une décision infondée pour son entourage. Une mise en examen, même pour 3 fois rien, mérite d'être contestée, car Mme Lagarde n'a jamais rien eu à se reprocher, et ni elle ni moi n'acceptons l'inacceptable. C'est la raison pour laquelle nous allons former un recours. Pour Christine Lagarde, ces décisions ne devraient rien changer à ses fonctions à la tête du FMI. Pas si sûr selon les observateurs. La mise en examen pourrait au moins influencer son parcours politique en France. Ça commence à faire beaucoup à droite, toutes ces mises en examen. Et notamment, Christine Lagarde pouvait être une alternative à droite pour 2017. Et ça compromet aujourd'hui ses chances. Pour comprendre cette inculpation, il faut remonter à 2008, année où la patronne du FMI était encore ministre de l'économie en France. Le tribunal arbitral rendait son verdict dans le dossier Bernard Tapie. Un long litige opposait l'homme d'affaires au Crédit Lyonnais sur la revente du groupe Adidas. Le tribunal arbitral a condamné le Crédit Lyonnais à verser environ 400 millions d'euros à l'homme d'affaires. Mais pourquoi préférer une justice privée à la justice de droit commun alors que le différend appliquait l'État? Et quel rôle a joué Christine Lagarde dans ce choix? Les juges veulent aussi savoir si la sentence est le fruit d'un arbitrage mis en scène pour servir les intérêts politiques de la droite. La directrice générale du FMI est passible en cas de condamnation d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
On termine avec un mot de football. L'international marocain Mehdi Benatia a signé hier soir un contrat de 5 ans avec le Bayern Munich. Celui qui portait la saison dernière les couleurs de l'AS Rome vient remplacer Javier Martinez, absent des terrains pour 7 mois après une blessure. Le montant du transfert de Mehdi Benatia à 27 ans est estimé à 26 millions d'euros par la presse allemande et italienne. Pour le défenseur central, c'est un rêve qui se réalise. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est l'heure maintenant de voyager. Nous allons tout de suite dire bonjour à l'un de nos correspondants dans le monde. En direct de Bruxelles, nous retrouvons ce matin notre correspondant Tariq Lahabi. Tariq, bonjour. Bonjour Alison. Alors on va parler ce matin de l'OTAN dont le siège est à Bruxelles. L'organisation défiée par l'attitude de la Russie dans la crise ukrainienne veut pouvoir déployer des armes et des troupes d'envergure dans l'est de l'Europe. Oui, les 28 membres de l'Alliance Atlantique vont en effet se doter dès la semaine prochaine d'un plan visant à renforcer la réactivité des troupes de l'OTAN. Ce plan, le Readiness Action Plan, sera discuté et adopté d'ailleurs lors du prochain sommet de l'Alliance, les 4 et 5 septembre prochains. L'objectif, c'est donc être capable d'agir rapidement dans cet environnement complètement nouveau en Europe. C'est ce qu'explique en tout cas le secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen. Autrement dit, être prêt à réagir aux différentes menaces qui encerclent le vieux continent, notamment à travers le conflit qui a lieu actuellement en Ukraine. Le chef de l'OTAN légitime d'ailleurs sa volonté de renforcer ses troupes en expliquant que les Russes peuvent, en un laps de temps très court, transformer un exercice militaire majeur en une offensive militaire. Comprenez donc que les risques sont majeurs et la menace imminente. Et il est vrai que plusieurs exercices militaires de grande envergure ont été menés par l'armée russe ces derniers mois, inquiétant l'Ukraine, mais aussi d'autres pays européens. C'est notamment le cas de la Pologne, qui réclame l'installation de bases permanente de l'OTAN sur son sol. C'est dire l'ambiance dans la région, une ambiance qui a donc fait réagir l'Alliance Atlantique, qui n'a visiblement pas opté pour la solution proposée par la Pologne, mais plutôt pour une mesure plus dissuasive pour ceux qui songeraient à attaquer un membre de l'Alliance. L'idée est la suivante: tout agresseur potentiel d'un allié de l'OTAN tomberait non seulement sur un des soldats du pays attaqué, mais aussi sur les troupes de l'OTAN. Une mesure dite défensive qui a donc de quoi dissuader les potentiels troubles faits, qu'ils soient en Russie ou partout ailleurs dans le monde. Tout autre chose à présent, Tariq, la rentrée scolaire en Belgique, c'est dans quelques jours. Une rentrée placée cette année sous le signe de l'austérité. Les familles vont devoir se serrer la ceinture. Oui, un budget de plus en plus restreint pour les ménages belges, alors que l'enseignement, lui, coûte de plus en plus cher. Il existe ici ce que l'on appelle des primes de rentrée, créées en 2006 pour soutenir le pouvoir d'achat des familles en cette période. Mais ces fameuses primes ont été récemment rabotées, réduites de 15% pour les parents qui bénéficient d'allocations familiales ordinaires et qui devront donc davantage se serrer la ceinture, vous l'avez dit, pour permettre à leur progéniture de s'approvisionner en livres et en cahiers. En 2 ans, la prime de rentrée scolaire a diminué de 30%, une économie qui a rapporté pas moins de 38 millions d'euros à l'État belge, ce qui n'enchante pas, on le sait, les associations de parents ainsi que la Ligue des familles. En effet, la rentrée des classes est surtout synonyme d'un budget conséquent pour ces familles, au point que l'achat de matériel scolaire et les frais liés à l'inscription peuvent parfois plomber l'ensemble du budget familial. Alors, pour avoir une idée du coût moyen d'une liste de matériel scolaire, la Ligue des familles a analysé 88 listes authentiques de matériel scolaire. En moyenne, le montant total tourne autour de 45 €, avec cependant de grandes disparités selon l'endroit où l'on fait. C'est déjà ça, bien sûr, le moment aussi, cela peut parfois avoisiner les 100 €. Ajoutez à cela les différents frais pour les manuels scolaires, l'inscription et autres frais. Vous l'aurez compris, Alison, l'enseignement gratuit, ce n'est donc qu'une utopie ici. Merci Tariq, à très bientôt sur Médien TV. Tout de suite, on passe à la revue de presse. Qu'est-ce qui fait les gros titres de vos journaux ce matin? La réponse avec Taoufik Anasseri.